L'identité, savoir-vivre, une voix, ce sont trois des leçons tirées du dernier livre d'Edgar Morin. Son identité est une et multiple. Je suis français d'origine juive séfarade, partiellement italien et espagnol, amplement méditerranéen, européen culturel, citoyen du monde, enfant de la terre patrie, écrit-il. Né Edgar Naoum le 8 juillet 1921, il change son nom en Gaston Poncet pendant la Seconde Guerre mondiale pour éviter les contrôles policiers, se fait appeler Morin par ses camarades de résistance et signe toujours Naoum lorsqu'il correspond avec son père. Sociologue, philosophe, il s'intéresse à tous les sujets, rédige son premier livre sur son expérience de 45-46 dans l'Allemagne dévastée, publie un essai sur notre rapport à la mort en 1951 et se penche ensuite sur le cinéma ou encore sur la culture de masse avec L'Esprit du temps en 1962. La culture de masse est une culture qui oriente le loisir. Mais le loisir, c'est pas simplement les jeux, les sports, les vacances, c'est aussi la possibilité d'avoir une vie privée en dehors de la vie de travail ou de la vie que l'on doit vouer, par exemple, à l'État ou à la nation. Le refus d'une identité monolithique ou réductrice, la conscience de l'unité-multiplicité de l'identité sont des nécessités d'hygiène mentale pour améliorer les relations humaines, écrit-il. Dans un chapitre intitulé « Savoir-vivre », il confie son désir de vivre dans une communauté d'amour et ou d'amitié. Au sortir de la guerre, l'une des communautés où il a connu beaucoup de joie a été nommée le groupe de la rue Saint-Benoît. Elle était entre autres constituée de Marguerite Duras, Robert Antelme et Dionys Mascolo. Nous étions en permanence scandalisés par l'état du monde, voilà. Dionys m'avait ébloui dès la première rencontre et me resta cher jusqu'à la fin, écrit Edgar Morin. De même, je chéris le souvenir de Marguerite et celui de Robert. Ils sont tous trois toujours présents en moi et reviennent dans mes pensées et mes rêves. Pendant 50 ans, il a tracé une voie, rédigé une méthode qui comporte 6 volumes. Un travail accompli sans jamais oublier cette phrase d'Héraclite « Ce qui est contraire est utile et c'est de ce qui est en lutte que naît la plus belle harmonie ». Il ne faut pas chercher à liquider la contradiction dans le sens où on exclut un des termes fondamentaux au profit d'un autre qui est vainqueur. Au lieu d'être brisé par la contradiction, j'essaye de m'en servir comme moyen de connaissance. Dans ses leçons d'un siècle de vie, Edgar Morin écrit enfin « En fait, je n'ai cessé jusqu'à maintenant d'être étudiant, c'est-à-dire de continuer à apprendre et de me remettre sur le chantier de la repensée. » Edgar Morin, éternel étudiant, est-ce que vous diriez, comme disait Dionys Mascolo, votre complice, votre compagnon, « Je suis scandalisé en permanence par l'état du monde ». Partagez-vous, a posteriori avec lui, cet état de colère et de scandale ? Écoutez, c'est plus intense chez lui que chez vous. Que chez moi. C'est-à-dire que moi-même, j'essaye de réagir contre la violence à laquelle conduit la colère, l'irritation et même, disons, le scandale de voir des choses terribles, cruelles. Oui. Mais, si vous voulez, je suis surtout, disons, j'essaye de garder ma révolte contre tout ce qu'il y a de cruel dans la société, dans l'humain, dans le monde. Et je garde cette résistance, cette révolte, parce que je suis capable aussi d'aimer ce que la vie a de magnifique, de beau et d'exaltant. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Je ne veux pas rester dans le domaine purement de l'indignation et de la révolte, mais dénoncer des apostrophes. Absolument. Entendu. Et d'insuffler une espérance pour des jeunes générations. Une espérance, une possibilité d'espérance. Une possibilité d'espérance. Est-ce que ça passe par quelque chose à quoi vous vous livrez dans ce retour sur vous-même, une autocritique faite avec humilité et lucidité et qui permet d'avancer précisément en sagesse et de ne pas commettre les mêmes erreurs. L'autocritique est fondamentale. Votre propre autocritique. Je pense que l'auto-examen permanent et l'autocritique sont une nécessité vitale. D'ailleurs, même, autant je suis pour l'esprit critique, mais si l'esprit critique ne comporte pas l'autocritique, c'est quelque chose qui n'est plus l'esprit critique. Vincent. Il y a une autre nécessité vitale que vous évoquez dans votre livre, dans cette très belle phrase « J'ai découvert le mot qui, pour moi, porte une des grandes vérités de ma vie, la poésie ». Et vous placez la poésie au-dessus du bonheur même. Pourquoi cette hiérarchie ? Le grand bonheur vient dans des circonstances exceptionnelles de communion, de communauté, d'amour.
de conditions extérieures idéales, et que ces grands bonheurs, bien entendu, à un moment donné, se dégradent et disparaissent, ne serait-ce que parce que les personnes aimées disparaissent. Par contre, la poésie de la vie, la poésie de la vie, c'est tout ce qui nous met dans un état d'enthousiasme, d'exaltation, de plaisir, et qui est très divers. Évidemment, ça vient dans l'amour avec une autre personne, ça vient dans une communion, ça vient dans un match de football, ça vient en lisant dans un match livre. de football, Edgar Morin, un match de football Tout à vous fait. met dans des états de quasi-trance coïtale, Et paraît-il. bien sûr, ça me met dans un état de... D'ailleurs, l'état de poésie est un état de transe douce. C'est une émotion très, très belle. Et donc, et qui elle-même, de par elle-même, vous procure du bonheur. D'ailleurs, c'est un message que j'ai reçu des surréalistes qui disent la poésie ne doit pas être seulement écrite, mais vécue. Dans ces leçons d'un siècle de vie, Edgar Morin, vous revenez sur les désastres du XXe siècle, à commencer par la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que vous êtes né en 1921, que vous avez vu 15 présidents de la République française et qu'il y avait 1,8 milliard d'habitants quand vous êtes né. Il y a eu un certain nombre de désastres et d'apocalypses. Et vous dites une phrase, un trait typique de ces désastres, la prolifération des rumeurs. On va en parler avec Nadia, si vous voulez bien. Des rumeurs ou des fake news, comme on dit aujourd'hui. Effectivement, on appelle ça aujourd'hui des fake news. Nous aussi, on aime bien dire infox pour parler de ces fausses informations, de ces mensonges qui pullulent à peu près partout, qui occupent l'actualité médiatique, politique, scientifique. On voit bien cette défiance vis-à-vis des questions médicales, vis-à-vis du vaccin, par exemple. C'est un phénomène qui a pris tellement d'ampleur qu'en France, on va se doter d'une agence anti-fake news, notamment pour la présidentielle de l'an prochain. Comment est-ce qu'on peut, selon vous, se prémunir contre ces fausses informations? Est-ce qu'il y a un antidote? Pour moi, un des problèmes essentiels de la vie, c'est le problème de l'erreur et de l'illusion. Et pourquoi c'est devenu un problème essentiel? C'est parce que quand j'ai considéré que je me suis trompé en devenant communiste, remarquez, à une bonne époque, c'était la guerre, mais enfin... En 42, mais oui. d'avoir eu des faux espoirs. J'avais tellement regret par rapport à moi-même d'avoir fait cette si grossière erreur de penser parce que j'ai dû refouler des choses que je savais, j'ai dû me convaincre. Donc j'ai fait un livre qui s'appelle Autocritique, et où le problème n'était pas qu'on m'avait trompé, c'est que je m'étais trompé. Et c'était tellement important pour moi que toute une partie de mon œuvre, notamment qui s'appelle La connaissance de la connaissance, c'est d'essayer de trouver les sources d'erreurs et d'illusions qui sont multiples dans la vie et qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques aussi bien pour l'individu que même pour une nation quand c'est un responsable de la nation qui se trompe. Donc, si vous voulez, voilà ce qui est devenu un peu obsessionnel en moi, et en fonction de cette expérience. Edgar Morin, le dernier mot de votre livre, Leçon d'un siècle de vie, est un mot qui comporte une majuscule et qui s'appelle mystère. Et vous évoquez le fait que vous vous tenez à bientôt 100 ans, demain 100 ans, à l'orée du mystère avec un M majuscule. Est-ce que ce mystère s'appelle la mort avec un M majuscule ou la métamorphose? Écoutez, bon, le mystère, c'est ce qui nous vient quand nous comprenons les limites de notre raison et de notre connaissance. Je veux dire, reste mystère le fait que le monde existe plutôt que rien. Reste mystère pourquoi est-il né. Bon. Reste mystère l'apparition de la vie. Reste mystère notre vie. Je dirais donc nous sommes environnés du mystère. Bien entendu, on n'est pas dans le total mystère, on a des zones de connaissance, mais pour moi, plus la connaissance progresse, plus elle arrive aux portes de ce mystère qui parfois peut sembler effrayant, mais aussi peut sembler tout à fait poétique.
Donc, voilà alors, disons la métamorphose. Donc, pendant longtemps, j'ai pensé que, disons, le processus que suit l'aventure humaine pouvait conduire à une métamorphose. La métamorphose, ça utilise tous les germes du passé, notamment de la culture, pour pouvoir faire la transformation. Donc, si vous voulez, c'est un mot portant sur l'avenir, mais qui ne détruit pas le passé et qui, au contraire, prend sa fécondité. Mais aujourd'hui, je suis inquiet parce que, finalement, il y a deux métamorphoses à partir du même processus. Le processus, c'est quoi? C'est le développement scientifico-technico-économique et qui commande de tout, qui commande aussi bien la dégradation de la biosphère que le péril nucléaire, que la domination de l'argent sur le monde. Bon, et nous avons ce processus. Et le mais deuxième. Les développements récents de la science montrent que ce qu'on appelle le transhumanisme, oui, c'est votre est fondé hantise. sur des bases concrètes, c'est-à-dire, par exemple, que dans le futur, on puisse allonger la vie humaine en bonne santé à partir des cellules souches, à partir de la génétique, à partir de prothèses. Ça me semble tout à fait probable, une prolongation, mais pas l'immortalité comme le prétendent. C'est le refus de la mort, le transhumanisme. D'autre part, ils pensent que l'intelligence artificielle va permettre à créer une société parfaitement harmonieuse. Mais vous savez, une société qui est réglée par des algorithmes interdit toute créativité et toute liberté. Donc cette métamorphose, en fonction des progrès de la science, elle est dangereuse, elle est fondée sur l'homme augmenté. C'est ce mythe désastreux qui nous a conduit à détruire la biosphère, toujours plus de pouvoir. Et moi, je pense qu'avec les mêmes possibilités techniques, scientifiques, on peut arriver à l'homme amélioré et non plus augmenté. Et merveilleuse conclusion, Edgar Morin, que cet homme amélioré, vous en êtes un autre. Merci Edgar Morin d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Leçon d'un siècle de vie. Je rappelle bien sûr, les souvenirs viennent à ma rencontre pour vous connaître un peu mieux. Et puis demain soir sur Arte, le film de Jean-Michel Dian, Le journal d'une vie, le soir de votre anniversaire. Merci Edgar Morin. Merci à vous. Jeune étudiant éternel, soyez heureux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.